Ce voyage contourne la pointe du Cotentin en Normandie. Il joint le port de Saint-Val-la-Hougue à la pointe de la Hague et s'achève à Granville, qui abrite dans sa baie l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Nous sommes sur la côte est de la pointe du Cotentin. C'est là que nous croisons la route du fleur de l'Ampole, connue comme le loup blanc sur ses côtes, pour y avoir caboté des dizaines d'années durant. Sous l'escorte du voilier de croisière, nous rejoignons l'archipel Saint-Marcouf. L'île du Large n'a pas son pareil avec sa forteresse circulaire. C'est Napoléon Bonaparte qui en ordonna la construction pour mettre un terme aux attaques des voisins anglais qui, à l'époque, étaient des ennemis jurés. Au nord, et plus près du rivage, l'île de Tatillou fut témoin d'une page sombre de cette rivalité, la bataille de la Hougue. Contre l'armada anglaise, la flotte française fut anéantie. 2 ans après, l'ingénieur Vauban, chargé par le roi Louis XIV de consolider les frontières du royaume, transforme l'île en bastion. Le système défensif était composé de 2 tours armées de canons. Leurs feux croisés promettaient à l'adversaire une sérieuse déconvenue. Aujourd'hui, les 2 tours sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une retraite bien méritée. Ce n'est pas le cas du sémaphore de surveillance en alerte 24 heures sur 24. Dans la baie de Saint-Va, les courants sont redoutés, y compris des navigateurs expérimentés. Aussi, en cas d'accident, il ne faut pas plus de quelques minutes pour dépêcher sur zone un hélicoptère de sauvetage. Reçu de Jobourg, donc vers le terrain de foot de Saint-Va, on a dirigé l'ambulance et les pompiers vers le terrain de foot. En suivant l'hélicoptère de la Marine nationale, nous découvrons la presqu'île de la Hougue. Elle ouvre les bras sur Saint-Va, cernée en grande partie par la mer. Le petit port vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Ainsi, l'épicerie Gosselin est une véritable institution ici, comme la camionnette du patron. Celui-ci a bien voulu nous accueillir à bord pour une visite à travers les rues de la ville, qui conduisent inévitablement jusqu'au port. En survolant ces plages abritées des vents et des courants, on comprend la tentation anglaise d'envahir ces territoires. Le premier assaut fut lancé par le roi Édouard III, qui briguait la couronne de France. Un débarquement qui marque le début de la guerre de 100 ans. Sous nos yeux, Barfleur, en première ligne, n'avait pas longtemps résisté à la déferlante anglaise. La ville, mise à feu et à sang, fut complètement dévastée. Imaginez, la reconstruction de l'église Saint-Nicolas, rasée jusqu'à la dernière pierre, avait duré plus de 2 siècles. Au loin, se profile le phare de Gatteville. Les travaux pour ériger la tour éclairante sont au contraire menés tambour battant, pressés par l'urgence de mettre fin au naufrage à répétition dans le raz de Barfleur. Une passe encore redoutée par les meilleurs navigateurs. Construit sous le règne de Louis XVI, féru d'horlogerie, il est conçu comme un calendrier. 365 marches, 12 paliers, 52 fenêtres, autant que de semaines dans une année. En dépassant le phare vers l'ouest, nous rejoignons la rade de Cherbourg, qui abrite l'un des 3 ports militaires de France. Il a fallu 70 ans et 3 ingénieurs pour faire sortir de l'eau l'immense muraille qui protège son arsenal.
l'ouvrage est phénoménal. Avec ses 6 km de digues hautes d'une trentaine de mètres, Cherbourg est la plus grande rade artificielle au monde. D'un extrême à l'autre, la pointe de la Hague abrite le plus petit port de France, Port Racine, un ancien repère de contrebandiers converti en havre de pêche. À hauteur du phare de la Hague, nous contournons la pointe du Cotentin. Notre plan de vol bascule plein sud, direction la baie de Granville, qui abrite l'archipel des îles Chausey et l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Voilà une façon bien cavalière de rejoindre Granville. Mais après tout, n'était-ce pas comme ça à l'époque où est construite la cité médiévale ? Chose étonnante, ce sont les Anglais qui l'érigent en forteresse avant qu'elle réintègre le royaume de France. Granville doit son succès aux villas qui constellent ses alentours. Le couturier parisien Christian Dior y avait fait construire sa résidence secondaire, devenue un musée depuis. Aux lueurs du crépuscule, Granville, qu'on surnomme parfois la Monaco du Nord, s'alanguit sur son rocher. Nous la quittons alors dans une dernière révérence. À une vingtaine de kilomètres de là, voici un chapelet d'îles dont la France peut être fière. L'archipel de Chausey est le seul resté français depuis des siècles, quand les autres îles anglo-normandes sont toutes devenues des territoires anglais. Avant qu'elles ne fassent le bonheur des chasseurs de paradis, les îles servaient de cache aux navigateurs de contrebande. À marée haute, l'archipel ne montre que 52 îles. Mais quand la mer se retire, il en apparaît 365, faisant de Chausey le plus grand archipel d'Europe. Dans cette région, l'amplitude des marées est l'une des plus importantes au monde. Un phénomène que pèlerins et randonneurs lancés à la découverte du Mont Saint-Michel doivent prendre en compte. En fonction des marées, il faut à la mer quelques minutes seulement pour revenir piéger les imprudents. Le lieu de pèlerinage, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est avec ses 3,5 millions de visiteurs par an, l'un des sites les plus visités de France. Tout commence en 708, quand une douzaine de moines bénédictins entreprennent la construction d'une abbatiale. D'abord détruit, puis reconstruit et sans cesse embelli, l'imposant sanctuaire se taille une réputation. Avec elle, naît la légende de l'abbaye, selon laquelle l'archange Gabriel ordonnait à l'évêque d'Avranches l'édification de l'église. Voici Avranches, glorieuse de ses 4 églises, dont l'une recèle le crâne de l'évêque, inspiré par l'archange.
Le crâne du saint homme, marqué du doigt de l'archange, est précieusement conservé en la basilique Saint-Gervais, qui chapeaute la ville. Retour sur la baie. C'est grâce au mouvement des marées que se forme la tangue, cette boue constituée d'alluvions et de coquillages brisés, un excellent fertilisant. Sur ce terreau, près de 27 espèces de plantes ont recouvert des hectares entiers de plages. Des étendues herbeuses où pâturent les fameux agneaux de présalé, dont la chair possède un goût unique. C'est sur ces prairies que nous faisons la connaissance d'une bergère pas comme les autres. Elle a troqué le bâton et les sabots contre un pur sang et s'est adjoint un lieutenant à 4 pattes, spécialement dressé au gardiennage de troupeaux. La tactique des 2 compagnons est infaillible. Les appels de la jeune bergère sont des codes précis auxquels le chien obéit au doigt et à l'œil. Les dimanches d'été, la jeune femme accueille des visiteurs. Cette fois-là, les lurons d'un club automobile amateur de traction et de jarrets d'agneau. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la fille, main dans la main, cœur contre cœur. Au terme d'un week-end toujours trop court, c'est le ventre rempli et les paysages de Normandie plein les yeux que les joyeux drilles reprennent la clé des champs. C'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Partons. Ce voyage parcourt le littoral breton. Décollage de Saint-Malo sur la côte d'Émeraude. Nous franchissons ensuite l'estuaire de la Rance, puis le cap Fréhel, avant de plonger dans la baie de Saint-Brieuc jusqu'à Saint-Quay-Portrieux. Saint-Malo était une cité corsaire. Les gréements qui croisent régulièrement au large de la ville médiévale sont là pour le rappeler. Selon une légende, c'est à cause d'un raz-de-marée que Saint-Malo est devenu une presqu'île. L'ancien duché de Bretagne, connu pour sa ville close, date du Moyen-Âge, mais se taille une réputation avec la découverte du Nouveau Monde, un tournant dans l'histoire. Car Saint-Malo devient alors le repère de prestigieux marins français. À l'intérieur de ces remparts, résonnent les noms des hommes qui en ont fait la gloire. Jacques Cartier, qui apparaît un jour de Saint-Malo pour découvrir le Canada. C'est d'ici que le corsaire Robert-Charles Surcouf montait à l'abordage des marines ennemies. Ces Anglais en particulier, qui, coquins de sort, se rebiffaient à l'occasion, piégeant dans ses filets nos plus jolis vaisseaux. Leurs courses, les marins les effectuaient à bord de vaisseaux comme l'Étoile du Roi, réplique d'une frégate du XVIIIe siècle, rachetée à un armateur anglais. La frégate est un merveilleux musée à quai. Il sert aussi régulièrement de décor pour le cinéma et participe chaque année aux festivités du port. Le château de Saint-Malo, incarcéré dans ses remparts serrés à même la roche, offre une vue imprenable sur l'estuaire de la Rance. Le fleuve débouche dans une région où l'amplitude des marées est la plus forte d'Europe. Un phénomène exploité dès le Moyen-Âge, époque à laquelle jaillissent les premiers moulins à marée.
il y en a 14 de part et d'autre de la Rance. Certains tournent vaille que vaille, d'autres ont disparu sous la vase. Celui-ci ne fonctionne plus, mais son propriétaire qui l'a entièrement restauré y était trop attaché pour le voir dépérir. La raison pour laquelle il l'entretient contre vents et marées. Ces moulins sont en réalité les ancêtres de l'usine marémotrice. La voici, tournant à gros bouillon. L'usine marémotrice de la Rance est celle qui produit la plus grande quantité d'électricité au monde, ce que consomme annuellement une ville de 200 000 habitants. Le principe en est simple. À marée descendante, le barrage retient l'eau de mer, l'ouverture des vannes libère l'eau sous pression et déclenche le mouvement des turbines et la production d'électricité. L'énergie marémotrice est à la Rance ce que les malouinières sont à Saint-Malo, inséparables. Ces résidences servaient de pied-à-terre aux armateurs, où ils jouissaient des richesses rapportées des Amériques ou des Indes. Les plus nantis y faisaient aménager des jardins rivalisant d'éclat. Des écrins de verdure inspirés des créations d'André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV. Le cas de la Malouinière de Montmarin, pittoresque, avec son potager. Plus atypique encore est celui du château de la Balue, avec son jardin maniériste de style Renaissance. Il y a plus d'une centaine de malouinières dans la région. C'est dire la convoitise suscitée par les lointains Eldorado. Les plus modestes d'entre elles peinent à subsister, comme la malouinière du Puy Sauvage, un héritage lourd à porter. C'est finalement grâce à la vente des plantes exotiques ramenées des Indes notamment qu'elle échappa à la banqueroute. En allant vers l'ouest, sur l'autre rive de la Rance, la côte d'Émeraude exhibe ses perles. Dinard, aux 407 villas classées, construites par des Anglais en mal de mer. À côté, le village de Saint-Lunaire devient une station balnéaire grâce à un riche haïtien tombé du ciel. Le prince des Caraïbes engage sa fortune pour en faire l'endroit le plus branché de la côte. Mais malgré ça, ne parvint pas à concurrencer Dinard. Il existe en France 4 hippodromes marins. Tous ont failli disparaître il y a 5 ans environ, pour des raisons de sécurité principalement. C'est parti avec un très beau départ groupé, c'est toujours qui a pris l'avantage. Mais la popularité des courses qui s'y déroulent est telle que certaines municipalités les maintiennent vaille que vaille. À Lancieux, au début du mois de juillet, 1500 personnes s'arrachent les billets pour assister au Challenge Hippique, c'est dire son succès. À mi-parcours, notre itinéraire se poursuit en longeant la baie de Saint-Brieuc qui nous guide de Fort-la-Latte jusqu'au petit port de Plouat. L'engin qui nous transporte prend parfois des allures de machine à remonter le temps. Voici qu'après les cavaliers de Lancieux, surgit un château fort. Perché sur sa falaise, comme arraché de la côte, voici Fort-la-Latte, construite au XIVe siècle. Il occupait autrefois une position stratégique sur la Manche, colportant sa réputation de citadelle invincible. Mais, vieillesse ennemie oblige,
Après la Révolution française, jugé inapte, il tombe en désuétude. Bien plus tard, un passionné de pierres séculaires lui offre une seconde chance et entreprend sa restauration, qui s'achève en 1950. La même année, juste en face, est inauguré le phare du Cap Fréhel. Le bâtiment se dresse à côté de la première tour éclairante érigée par Vauban. Par temps clair, le feu de sa lanterne est visible à 100 km à la ronde, sécurisant ainsi le passage de la baie de Saint-Brieuc vers la rade de Saint-Malo. Une traversée périlleuse à cause des vents violents qui s'abattent dans cette zone. Nous voici à présent sur la plage d'Erquy, une station balnéaire qui aurait servi de décor aux aventures du célèbre personnage de bande dessinée, Astérix le Gaulois. En feuilletant ses albums, on pourrait presque reconnaître ce cap et ces falaises, où le dessinateur Albert Uderzo avait l'habitude de partir en balade. Pour remonter les rives du Trieux, mieux vaut prendre le train. Cette traction et ses wagons datent du début du siècle. Ils ont repris du service il n'y a pas si longtemps pour le plaisir des visiteurs de la région. Une façon originale de découvrir les paysages qui longent le cours d'eau jusqu'à Pont-Trieux, terminus de la ligne. Comme un train peut en cacher un autre, autrefois sur le littoral, circulaient les convois de la Compagnie des Côtes du Nord. Ils empruntaient plusieurs dizaines de viaducs monumentaux pour s'affranchir du relief accidenté. Ces ouvrages ont marqué les annales des ponts et chaussées au point que l'ingénieur qui les avait conçus en fut décoré de la Légion d'honneur. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais les arches du Polytechnicien continuent d'éblouir cyclistes et randonneurs. Toutes les voies ferrées mènent à Saint-Brieuc, resté attaché à son passé cheminot. Les cabanons du Valais font partie de ce patrimoine devenu embarrassant depuis que la loi du littoral interdit toute construction sur le front de mer. Malgré les mises en demeure, les cheminots briochins et leurs descendants ne sont pas décidés à abandonner leur résidence secondaire. À quelques kilomètres de Saint-Port-Trieux, des mille et une demeures du littoral, voici l'intruse. À Saint-Quay-Portrieux, la Villa Kermor témoigne d'un temps où l'Orient fascinait encore. Non loin de là, derrière ces falaises, sommeille une étrange forêt, semblant sortie de la grève. L'image est à peine usurpée. Ces pieux d'amarrage sont de véritables arbres plantés avec leurs racines. Plus qu'un jardin, la petite crique est un Éden que les pêcheurs d'ici préfèrent garder secret. Le signal pour nous de mettre le cap vers de nouveaux horizons.